Aux armes, etc. Les Alliés s'inquiètent de la dissémination des armes livrées à l'Ukraine dans le cadre de ce conflit avec la Russie. En particulier, problème sur les munitions et les armes de petit calibre, multiplication des envois d'équipements militaires et évidemment, une fois le conflit terminé, voire même en plein conflit, que deviennent ces armes? Y a-t-il une traçabilité? Est-ce que finalement, nous n'allons pas vers une situation que nous connaissons bien, des armes qui sont revenues du conflit de l'ex-Yougoslavie par exemple, et qu'on a retrouvées dans certains quartiers chauds de certaines banlieues, alors pas que les banlieues, mais en tout cas on va dire au service par exemple du trafic de drogue. Pour bien comprendre comment ça se passe, cet acheminement et cette traçabilité, nous recevons le général Jean-Bernard Pinatel, général 2e section spécialiste de la Russie et vice-président du think tank de géostratégie Géopragma. Bonsoir, général. Bonsoir. Bon, nous posons la question parce que elle revient en boucle depuis quelques semaines. C'est vrai qu'il y a cet acheminement. Vous nous confirmez que lorsqu'une arme, est dans la nature, après, alors je parle pas des tanks, hein, évidemment, on sait à peu près savoir où ils sont, mais une fois qu'ils sont distribués, c'est fini, on ne sait plus où ils vont. Bon, alors, le risque lié aux armes individuelles dont vous avez parlé, si vous voulez, c'est un risque qui existe, mais qui est déjà général. On peut s'acheter n'importe où au noir une Kalachnikov, il y en a tellement dans le monde que c'est pas ce qui va, les armes individuelles qui ont été envoyées à l'Ukraine qui va changer la situation. Donc celui qui, en mettant 500 €, on peut s'acheter une Kalachnikov un peu partout en Europe. Donc, oui, mais général, on peut se les acheter de manière officielle, mais à ce moment-là, il y a une traçabilité en tant que... Non, au marché noir, vous dites. Au marché noir. Au marché noir. Au marché noir. Non, le problème qui est cerné, qui est vraiment très sérieux, c'est pour ce que l'on appelle les systèmes MANPAD. Alors, MANPAD, c'est man, homme, portable, air, défense système. Ce sont donc les systèmes qui permettent à des hommes qui pèsent environ 20 kilos, qui portent à 5-6 kilomètres et qui permettent à des hommes de tirer sur des avions ou des hélicoptères. Et ça, si vous voulez, les Américains ont livré près de 1500 Stinger à l'Ukraine. La France et la Norvège ont livré plusieurs centaines de Mistral qui sont construits par MBDA. Et ça, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, ce risque est un risque qui est très suivi par le département de la Défense des États-Unis, puisque on sait exactement que depuis 1975, 40 avions civils ont été touchés par des missiles, 28 ont été abattus, causant 800 morts. Donc là, on a des chiffres tout à fait précis. Et c'est face à ce risque qu'on essaie de faire une traçabilité ou des systèmes intelligents. Alors général, je reviens vers vous, les vraies voix réagissent, peut-être Jeremy Stubbs déjà, les Britanniques d'ailleurs, soit dit en passant, hein, qui fournissent aussi beaucoup d'armes, qui se posent également les questions. Hein. Oui, tout à fait. Comme c'est souvent le cas, nous faisons tout dans l'urgence pour arriver à, nous l'espérons, un résultat, même une victoire rapide. Et le problème, c'est que cette guerre a l'air de vouloir s'éterniser. Donc ce problème va durer dans le temps. On ne peut que se lamenter en quelque sorte, parce que autant l'Ukraine a besoin d'armes, autant nous aurons du mal à tracer toutes les armes si on continue à les fournir pendant des années. Général Jean-Bernard Pinatel, le temps joue contre cette question, quoi, finalement. Oui, mais alors, il faut quand même savoir limiter quels sont les risques. Si vous voulez, les armes individuelles, le risque existe déjà. Il y en a partout dans toutes les banlieues. Comme je vous l'ai dit, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, on peut se procurer des armes individuelles. Donc, c'est pas ce que l'on injectera à l'Ukraine qui va changer cette situation qui existe déjà. Enfin, ça rajoute quand même sur le marché noir, quoi, quand même. Oui, bien entendu, ça va faire baisser les prix probablement. Voilà. Mais si vous voulez, c'est pas cela. Ce qui est grave, c'est par rapport à l'aviation civile. Si
si vous voulez, le risque essentiel. Alors, d'après ce que j'ai pu savoir au travers de Wikileaks, c'est que les Américains ont mis en place sur leur Stinger, donc comme je l'ai dit, ils en ont livré à peu près 1500, un système très intelligent, une solution intelligente qui s'appelle géoclôture, et qui ne permet pas, par exemple, d'utiliser ces Stinger en dehors de l'Ukraine. Je ne sais pas si c'est réalisé, mais c'est la CIA qui a mis ça au point. Donc, je pense que sur les systèmes qui présentent, alors évidemment, les chars, les canons, la traçabilité est évidente, même sur les systèmes anti-aériens, qui sont, si vous voulez, comme le système NAVSAM, qui est sur un gros camion, avec tout un environnement, etc. Si vous voulez, la traçabilité est évidente, il y a du GPS, il y a tout ce que vous voulez dedans. Non, c'est sur tout ce qui est portable. Et tout ce qui est portable, moi, le risque qui m'apparaît très important, que l'on avait déjà, que l'on connaît, parce que, par exemple, à Bagdad, un Airbus au décollage en 2003 a été touché par un système portage. Heureusement, avec un seul moteur, il a réussi à se reposer, mais en 2007, à Mogadiscio, à Milouchine, s'est fait descendre. Donc, on sait cela. À Bagdad, moi j'y suis allé à cette période-là, la sécurité était réalisée autour de l'aéroport dans un carré de 10 sur 10 et les avions se posaient en faisant des descentes en système hélicoïdal, en tournant autour de la base et en se posant, et pas du tout d'une façon directe. Bon, c'est vraiment affolant, oui, effectivement. Oui, d'après moi, ce risque est beaucoup plus lié pour le terrorisme, et c'est ce qu'ils cherchent à soulever, tous ces systèmes anti-aériens. Ouais. Alors, question générale de Ala Oukili. Général, alors il y a la question, le risque qui pèse d'un point de vue du terrorisme, mais nous n'avons pas la garantie, par exemple, que l'Ukraine conservera son gouvernement si la guerre dure encore 3 ans, 4 ans. On peut se retrouver dans un contexte libyen avec une partie un petit peu du pays qui va encore plus aux séparatistes russes ou pro-russes, une autre partie sans gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi pour une guerre civile si ces armes se retrouvent comme ça dans la nature après? Est-ce qu'on peut rentrer sur le sol ukrainien, aller les chercher, les récupérer ou non? Ben oui. Aujourd'hui, tout le monde peut aller en Ukraine en voiture et récupérer des armes et repartir. Oui, mais pardonnez-moi, je parlais des pays qui ont envoyé ces armes. Est-ce qu'on a après le moyen d'aller retourner les chercher? Non, absolument pas. Ah, voilà. Absolument pas. Non, tout ce qui est armes individuelles, comme je vous dis, une fois qu'elles franchissent la frontière, on n'a pas de traçabilité là-dessus. On n'a aucune traçabilité là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains, et d'après ce que je sais, la CIA a mis une solution intelligente sur les Stinger, qui sont des armes antiaériennes qui peuvent descendre un avion à 5 km d'altitude, donc au moment où il décolle ou il atterrit sur un aéroport. Bon, pour conclure, peut-être une dernière intervention, Ergun Toparslan. Toute économie crée avec elle son économie parallèle et illicite. Et c'est vrai que l'arme et le trafic d'armes, notamment après les conflits, font qu'il y a une économie parallèle qui se met en place tout de suite. D'ailleurs, la nature a horreur du vide et très souvent, ce sont des mafias qui sont déjà en place, des réseaux qui sont déjà en place, qui profitent de ces opportunités-là. Le risque zéro n'existera évidemment jamais, surtout dans le monde actuel où le nombre de conflits s'accentue. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un client qui voudra acheter même en masse certaines armes qui seront dans des réseaux dans d'autres réseaux que des réseaux traditionnels. Après, l'impact sur notre quotidien dans notre pays, on pensait que c'était inimaginable après les guerres en Europe. On a vu que malgré tout, on s'est retrouvé avec des armes qui venaient de l'ex-Yougoslavie très facilement dans notre pays également. Donc, vigilance extrême, risque zéro qui n'existe pas, mais réalité économique d'un réseau qui est de plus en plus important. Merci Général. Pour conclure, est-ce que finalement ça nous donne des idées pour gérer éventuellement les conflits à venir ?
Écoutez, non, moi je pense d'abord, contrairement à ce que je crois que quelqu'un a dit, je pense que la guerre en Ukraine va aboutir assez rapidement à une situation comme la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est-à-dire une fois que les Russes auront atteint le Donbass, qu'ils auront pris l'Oblast de Mariupol et où ils sont à Kherson, ils vont se mettre en position défensive parce qu'ils n'ont pas les moyens militaires d'aller plus loin. Et à partir de ce moment-là, on aura peut-être une guerre comme il s'est passé au-dessus de la zone démilitarisée de Panmunjom. Mais je vous rappelle que depuis 70 ans, cette situation prévaut en Corée. C'est un armistice qui n'a jamais été signé par le Parlement sud-coréen. Donc moi, je crois que ça ne va pas être une guerre longue, ça va être une situation de blocage long. Et là, ça ne sera pas Corée du Nord, Corée du Sud, ça sera Ukraine de l'Est et Ukraine de l'Ouest, finalement, à vous écouter. Moi, je pense que c'est comme cela que ça va se terminer, et cela assez rapidement. Merci. Voilà. Merci pour votre point de vue très intéressant, Général. Merci beaucoup. Voilà, dans un instant, 18h30 sur Sud Radio, le grand débat arrive. Vous êtes plutôt pour mettre votre enfant à l'école privée ou publique? On ouvre le débat parce que ça a été relancé notamment par nos confrères du Monde avant-hier. À tout de suite.